Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous traiter quatre affaires sensibles. La première concerne l'écrivain artiste congolais Martial Panoutier, enfin libre. La deuxième affaire concerne le petit-fils du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui s'appelle Denis Omar Bongo. La troisième affaire concerne Denis Sassou Nguesso dégage. Et comment la guerre secrète entre la Russie, la France et les Américains pourra-t-il précipiter la chute de Denis Sassou Nguesso d'ici peu. Et enfin, j'en parlerai de la transition, surtout du côté des rapports existants entre le POUL, les Nibolek et les Nord. Et pourquoi on n'arrive pas à s'entendre pour faire partie de Sassou Nguesso. Donc tout ça, je vais vous expliquer pourquoi et comment nous allons changer de paradigme pour le faire partie, parce que tout est au rouge pour l'éducateur, tout est au vert pour nous. Il nous reste que quelque chose pour le pousser à la porte. Donc tout est déjà possible, ça va tomber. Il doit tomber, on le sait. Commençons par la première affaire. La première affaire, nous avions le rappeur congolais, le célèbre rappeur congolais Martial Panoutier, qui s'était réfugié au Burkina Faso, fuyant la dictature de Denis Sassou Nguesso. Vous savez qu'au Congo, vous n'avez que deux choix. Soit vous êtes au pays, vous devenez le prisonnier de Sassou Nguesso, que vous soyez le fanatique ou non de Sassou, vous êtes un prisonnier au Congo, puisque le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Par contre, si vous allez à l'étranger, fanatique ou pas, vous devenez des réfugiés, des exilés. Des exilés. Et parmi ces exilés, il y a des fugitifs. Donc, ils sont recherchés par la dictature. Donc, ceux qui contestent le régime de Brazzaville depuis l'étranger deviennent des fugitifs. Donc, ils ont des soucis. Le cas de Martial Panoutier était un cas d'école. Donc, là où il est réfugié au Burkina Faso, il devait se rendre à Dakar, au Sénégal, pour participer à l'Université populaire des citoyens africains. Et dès qu'il est arrivé à l'aéroport international de Dakar, au Sénégal, le 12 décembre 2020, c'est-à-dire samedi dernier, et c'est là que la police des frontières a dit non, vous ne pouvez pas rentrer au Sénégal, vous devez rester là. Et voilà. Donc, il a passé 4 jours là-bas, à l'aéroport international de Dakar. Donc, il n'a pas pu participer à l'université populaire. Là, il venait parler des problèmes de démocratie, de création entre les jeunes africains. Comme on voit les jeunes occidentaux partout, bon, donc ils se rencontrent. Mais nous, on interdit ça dans la zone France-Afrique. Et donc, arrivé donc, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les autorités sénégalaises l'ont signifié que bon, sa présence ici au Sénégal constituait une menace pour le Sénégal. Alors pourquoi sa présence au Burkina Faso n'est pas une menace pour le Burkina Faso? Donc vous avez tout compris. Qu'il y a un syndicat des autocrates France-Afrique qui se soudent entre eux. Donc, en réalité, Macky Sall aurait reçu les ordres de Denis Sassou Nguesso, puisque le musicien Martial Panoutier a bien fait des chansons célèbres qui circulent partout dans tous les réseaux. Ce n'est pas mon président. Et donc, pour l'éducateur, c'en était trop. Et donc, voilà, on l'a gardé à l'aéroport pendant 4 jours. Donc, il a été libéré hier, 16 décembre 2020, et reconduit vers le pays là où il était réfugié, c'est-à-dire le Burkina Faso. Mais s'il n'y avait pas cette pression des médias réseaux sociaux, des réseaux sénégalais, burkinabés, congolais et toute la jeunesse, tous les hommes épris de liberté et autres, Martial Panoutier aurait
puis être mis dans l'avion et transféré dans son pays d'origine, au Congo-Brazzaville. Il aurait pu se retrouver à la DGST et là il serait torturé à mort, puisque il y a le président des élèves et étudiants congolais, un jeune, Nelson Apanga, s'est barré de la dictature en 2018. Il avait fui au Cameroun voisin et les services de la tyrannie sont allés le chercher, puisque contrairement au Burkina Faso, qui depuis 2014 n'est plus une dictature, c'est un pays libre, mais au Cameroun, c'est encore une dictature, France-Afrique. Notons en passant que la France-Afrique détient des 2 tiers des dictateurs du continent africain. Et donc, lui, il s'est retrouvé au Cameroun. Et au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, les services l'ont pris là-bas, avec la complicité des autorités camerounaises, puisqu'on ne peut pas sortir un élément d'un territoire sans que bon, ben, il y ait l'accord du pays d'accueil ou autre. C'est-à-dire, il faut les lois, il faut les règles. Pourquoi vous voulez les faire transférer? Donc, il y a beaucoup de choses là. Il n'a même pas été entendu. Donc, on l'a ramené au Congo et là, il serait torturé à mort ou tout l'appareil urogénital est hors service. Donc, c'est quelqu'un où sa vie est en danger, comme le pasteur. Donc, vous avez tout compris. Donc, Panouti vient de rentrer au Burkina Faso, qui nous en félicitant d'ailleurs, le Burkina Faso. Bravo. Et que vous voyez qu'aujourd'hui, en zone France-Afrique, nous avons rarement des pays où on peut accueillir des gens qui luttent contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Puisque tous ces pays d'Afrique francophone, ils ont un syndicat des France-Afrique ou des autocrates qui traquent partout sur l'ensemble du continent et tous ceux qui osent dire non à ces dictateurs. Donc, il y a majoritairement des jeunes, des intellectuels, de tout ce monde-là, où beaucoup ont perdu leur vie et autres. Mais quand on parle de la France-Afrique, le donneur d'ordre, c'est la France. Bon, donc vous avez compris, on va parler en détail. Donc sur ce plan, Martial Panouti serait libre au Burkina Faso. Et donc nous en félicitons le Burkina Faso d'ailleurs. Et la lutte continue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième affaire concerne le petit-fils du dictateur Denis Sassou Nguesso. Il s'appelle Denis Omar Bongo. Il vient d'acquérir à un fonds symbolique Congo Télécom. Et pourquoi Congo Télécom? Parce que son grand-père est en difficulté. Acquérir ce bien Congo et bien public, entreprise publique, c'est avoir déjà l'accès à tout ce qui est des prépaiements. Donc du liquide pour le clan, pour l'éducateur et pour tout. Mais le problème, c'est que Denis Omar Bongo ne sait pas que son grand-père vient de le piéger. C'est ça, quand on a un grand-père idiot, eh bien oui, il vient de le piéger. Parce que déjà, Denis Omar Bongo a déjà le karma de sa mère, paix à son âme. Puisque au Congo, s'il est arrivé le coup d'État, c'est en partie grâce à sa mère qui mariée à Omar Bongo, paix à son âme, et qu'il y a eu des coups d'État là. Parce que Sassou Nguesso, après avoir perdu le pouvoir en 1992, s'il n'y avait pas l'aide de Omar Bongo du Gabon et de Jacques Chirac, paix à leur âme, Sassou serait déjà perdu. On n'aurait même pas perdu Sassou Nguesso. Donc, ce fils-là, ce petit-fils porte la loi du karma du Congo. Et là, au lieu de rester au Gabon, il vient rentrer dans les affaires congolaises. Et là, c'est fini. Son grand-père va tomber. Et c'est là où commencent ses soucis. Je pense qu'il a lui-même fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, et notamment en Afrique. Quand tout a changé, tout a changé. Donc, Denis Omar Bongo vient de rentrer de son propre plein gré dans les contentieux historiques entre le clan, la famille Denis Sassou Nguesso et le peuple congolais. Donc, il sera aussi traduit au moment venu pour Abia Malaki au Congo. Là, c'est du peuple béni. Je vous informe que je ne suis qu'un lanceur d'alerte éveillé de conscience. Je suis comme un chien qui aboie. Ça sous-tombe tous leurs biens là du Congo. Ils n'auront rien.
tout sera confisqué. Et certains vont même faire jouer même avec l'injustice, parce que en confisquant les biens là du peuple congolais, ils ont joué à l'injustice, à l'oppression, même à la barbarie. Mais les autres, ils disent non, non, on n'aura pas de barbarie. Mais il y aura oppression et injustice pour ravir tous à la confiscation. Donc vous, à la chute de Sassou Nguesso, vous pouvez peut-être vous fuir au Gabon, mais nous on viendra vous chercher au Gabon. Ça c'est sûr et certain. Pas seulement par cause de la CEMAC, où le Congo c'est un pays influent. Et que Sassou tombe, vous n'aurez nulle part où vous échappez en Afrique. Donc, sous là, vous allez poser votre signature. C'est un piège. On n'en cherchait que ça. Continuez à ajouter d'autres pièges. On va vous traquer que vous avez signé ça. Sous quel droit, sous quelle offre, appel d'offre, appel ceci. Vous, ce sera le prétexte. Ce sera le prétexte. Donc, je vais parler en détail. Je vais parler au fond. Donc, au lieu de s'occuper de votre succession chez les Bongo, là-bas, au Gabon, vous venez maintenant s'introduire sur les affaires du Congo-Brazzaville. Et que parce que par arrogance, par votre dynastie ou par ceci, que ce soit arrivé au pouvoir accidentellement, il va chuter brutalement d'ici peu. Et vous croyez que vous êtes nanti et regardez là où se trouvent les enfants, petits-enfants de Mobutu ou d'autres dictateurs. Donc je suis là pour te dire que occupez-vous des affaires du Gabon. Barrez vite du Congo parce que là vous êtes déjà piégé. Si vous avez, donc les gens cherchent là où il y a les signatures, les documents sont déjà là. Ce sera le prétexte pour le Congo demain. Donc vous avez tout compris. Donc je ne veux pas aller en détail. Mais c'est le résultat d'avoir un grand-père qui est idiot. Parce qu'on doit dire, ah tiens, si j'ai un petit-fils, ah tiens, j'ai fait la lecture de la plupart des dictateurs, ce pays-là, mon grand-père a détruit des millions de vies. Il a ruiné et détruit ce pays qui est un pays prospère et qui a des haines et rancunes, du contentieux historique et tout ce qui est la loi du karma et tout ce qui est autour de Sassou. Alors ça va être chaud pour nous. Au lieu de jouer un peu à la sagesse, vous allez tout bêtement venir... voilà. Donc vous avez tout compris. Donc prenez conscience de ce que j'ai dit, c'est la réalité qui va se passer, doit se passer. Parce qu'à la chute de Sassou là, ce sera comme ça. Donc, merci pour Sassou Nguesso pour avoir amené notre petit-fils qui a déjà signé les trucs. Donc, nous, c'est déjà bon. Là où il sera, mandat d'arrêt international, mandat du tout, donc il y aura tout ça pour ça, déjà. Donc, il y aura d'autres affaires petites, il y aura d'autres affaires aussi. Vous avez tout compris. Très bien. Donc, je vous ai averti. Le troisième et avant-dernière affaire concerne Denis Sassou Nguesso dégage. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso vient d'être nommé par Alpha Condé et Alassane Ouattara, tous deux autocrates et pions de la France-Afrique, que Sassou Nguesso est l'empereur. C'est leurs affaires. Même s'ils sont en train d'humilier l'Afrique eux-mêmes. Mais quand on parle d'empereur, on pense tout naturellement à Bokassa. L'empereur Bokassa, qui était jaloux de l'empereur Napoléon, il était jaloux de Napoléon, hein, Bokassa. Mais Sassou, peut-être qu'il est jaloux de l'empereur Bokassa, on voit la suite. Donc, moi, je vous dis sincèrement que Sassou va tomber d'ici peu. Donc, c'est d'abord nous-mêmes la situation du Congo au niveau social, économique, financier, et tout ça, tout est rouge. Sassou ne va pas s'en sortir, tout est bloqué. Il joue là, donc on le sait. Mais je parle parce que derrière les chutes, surtout en indicateur, il y a des enjeux de grande puissance. Et là, nous sommes bien servis. Parce que c'est la France qui a mis Denis Sassou Nguesso au pouvoir, non? C'est ça. Mais là, cette France est face à des grands requins qui guettent le Congo-Brazzaville. Des grands requins. Le premier requin, c'est la Russie. La Russie a déjà tracé l'axe Soudan, en mer Rouge, ou l'entrée de l'océan Indien, en passant par le Soudan, oui, après le Soudan, il arrive au Centrafrique, il a pris le Centrafrique, la Centrafrique. Maintenant, là, c'est le Congo, pour arriver à l'océan. Le Congo, il faut savoir que les Russes étaient déjà chez nous, les Soviétiques sont restés plus de 20 ans, hein, de 1970 à 1980.
90 à peu près. Les Russes étaient là, les Soviétiques. Nous, 40% des officiers aujourd'hui ont été formés en Russie. Et donc, il y a encore des liens, des vestiges et autres. Nous étions l'un des piliers pendant la guerre froide, la Russie. La Russie, on profite de la faiblesse de la zone France-Afrique et de tout ça pour prendre son rang au niveau de l'Afrique. Et quand ils s'installent, ils lâchent pas. Vous voyez déjà, ils sont en train de se battre au Mali, et là ils sont au Centrafrique, il y a le Soudan, donc ils sont en train de pénétrer. Surtout tous les pays d'Afrique francophone sont les pays les plus fragilisés. Où tous les requins, que ce soit les Russes, les Américains, les Turcs, les Chinois et les Indiens, tout le monde veut se mêler là parce que c'est l'endroit où la France est un gros morceau qui n'a pas pu protéger son morceau puisque depuis, il n'a cessé de le tirer vers le bas. Et donc, c'est une zone qui est dans la merde. Donc ça, je veux m'appesantir que sur la guerre secrète, que ce n'est pas entre les Américains et la Russie à l'échelle de notre bassin du Congo ou de la Golfe de Guinée, ou voilà, surtout parlons du Congo-Brazzaville. Donc en fait, la Russie a l'intention de revenir au Congo. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez par exemple pu voir, les Facebook vient de supprimer beaucoup de faux comptes qui étaient des services de la France ou de la Russie pour soi-disant de la Russie pour la France ou autre, dit non, mais l'incitation au sentiment anti-français en Afrique. Et dans ces incitations au sentiment anti-français, on parle du franc CFA, que c'est mal, les bases militaires, la France, tout ça, donc on entend donc on voit ça sur la jeunesse africaine, francophone, que la France est le problème de. Voilà. Mais il me semble que le message est parfois bien reçu, puisque la réalité est là. Et donc il y a un bloc qui n'est pas côté occidental, ce bloc russe, chinois, turc et autres, qui sont en train de chercher à prendre le contrôle du Congo-Brazzaville ou du bassin du Congo. Or là, c'est une zone très très riche, très très stratégique, parce que le Congo, si la France perd le Congo-Brazzaville, donc il perd la voie vers la RDC, vers l'Afrique australe. Et donc, vous avez tout compris. Donc là, à l'intérieur de ce jeu-là, les Américains ne sont pas d'accord pour la France. Parce que il y a eu le premier ordre mondial de 1885, le partage de l'Afrique, où après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait déjà perdu ses colonies. Ils l'ont remis tout ça à la France et l'Angleterre. Mais il est arrivé la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avaient laissé à la France le rôle de gendarme de l'Afrique. On est bien d'accord. La France avait le rôle de gendarme de l'Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre froide en décembre 1989. Et depuis, il y a eu la montée en puissance d'autres grandes puissances qui sont même plus forts économiquement et militairement que la France. La montée en puissance de l'Internet, que les Africains deviennent de plus en plus éclairés. 3. Que l'Afrique francophone ne cesse de s'écraser, de se fracasser, de descendre vers le bas. Mais qui tire les ficelles? On revient sur la France. Donc tous ces trucs-là font que les Américains, qui voulaient prendre vraiment tous les précarés France-Afrique en Afrique centrale, hein, mais ont laissé pour le jeu de partage qu'ils avaient fait l'ancien ordre mondial. Mais cet ordre mondial-là, de 1945, est fini, puisqu'il y a eu la fin du mur de Berlin et tous les déséquilibres, tout est en train de se chambouler. Et donc, vous imaginez que les Américains ne sont pas contents de la France. On vous a laissé ce gros gâteau, mais il me semble que ce gros gâteau est en train d'être pris par les Russes, par les Turcs, par ceci, et que vous êtes là en train de vous chamailler, mais les autres sont en train de travailler sur le terrain, point de vue pratique. Hein. Quand il y a eu les trucs au Mali, il y avait beaucoup de terroristes là-bas, les Russes sont arrivés, il n'y a plus de terrorisme,
Et ils ont été dit, ah, en Centrafrique, il y avait qui est la merde, les Russes sont arrivés, et c'est bon, il n'y a plus, il n'y en a plus. Et donc les autres ont compris, ah tiens, donc pour ne plus qu'il y ait des terroristes, donc il faut aller vers les Russes. Donc, vous imaginez, donc les Américains ne sont pas contents. Bon, les Américains savent bien que Sassou Nguesso, avec la France-Afrique, joue au pompier plus romain. Donc c'est des sources de déstabilisation de beaucoup de pays. Sassou Nguesso et la France-Afrique, c'est des sources de déstabilisation des pays. Déjà, il a déjà détruit son propre pays. Et en plus, il déstabilise plein de pays. Et donc, les Américains, ils ne souhaitent pas perdre un ensemble stratégique pour les intérêts à venir des Américains et du monde occidental. Le bassin du Congo, le golfe de Guinée. On est bien d'accord. Les Américains sont déjà en Angola et en RDC. Donc ils ont laissé la France, le Gabon et le Congo, mais il semble que quand on voit la situation de l'opinion des Congo, Brazzaville ou du Gabon, ils sont à 50% en confiance vers le monde anglo-saxon. Donc dès qu'ils cherchent un virage, le virage vers le monde anglo-saxon. Il ne reste plus que 50%, et dans 50% là, 20% sont en faveur de la France-Afrique et 30% en faveur de la Russie ou d'autres qui peuvent venir. Donc la France a perdu, il n'y a plus des plus gendarmes de l'Afrique francophone, si bien que son influence qui, en 1990, déjà à la fin de la guerre froide, il y avait presque 90% ou 100% d'influence. Mais aujourd'hui, la France n'a plus que 10% d'influence. Et donc tout s'effrite. Mais à cause de qui? Je ne sais pas, à cause de la pensée d'Aimé Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France-Afrique, et avoir rencontré la France. Mais j'ai reformulé cette pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Et donc les Américains disent non, mais ce n'est plus possible. Donc, il faut se dire que là, sur ce jeu, les Américains, ils disent non, mais si, ils sont là, en fait, les Américains, dans le bassin du Congo, ils surveillent les Russes et tous ceux qui veulent prendre ça. Ce bassin, la Russe, les Chinois et tout comme ça. Les trucs de Français. Mais la France, c'est dire, bah, attends, tu joues le gros bonnet, mais là, il semble que c'est pas bon, quoi. Tu n'es pas capable, quoi. Parce que partout, il y a des sentiments anti-français. C'est pas alimenté par la Russie ou autre, parce qu'il y a la réalité. Parce que l'Afrique francophone, c'est une zone où il n'y a pas de l'alternance politique. Tout est bloqué. En plus, on liquide les populations. Les troisièmes mandats sont faits, les hommes forts et tout compagnie que moi je viens de voir au Côte d'Ivoire et autres, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et donc voilà la situation qui va faire que, au sein de ces enjeux-là, la RDC, Congo et l'Angola sont désormais en méfiance vers Sassou Nguesso. Et que si le peuple congolais prenait ses responsabilités, tout a changé. Je vous l'ai dit qu'avant tout, quand il est arrivé au pouvoir, revenu au pouvoir par la force, c'était avec l'aide des Angolais, de la RDC, Congo, de la Rwanda, du Burundi, du Tchad et autres. Mais là, il n'y a plus ces alliés-là. Il n'en a plus. D'autant plus que tous les signaux sont rouges. Prenons par exemple au niveau militaire. La force des Sassou Nguesso militaires est dans la partie nord. Or, depuis 2016 déjà, avec l'arrestation de Kobi Salsa, de Mokoko, il y a eu un dérèglement politique et militaire dans le nord. Aucun militaire nordiste, dans 97% des cas, ne voudrait se battre pour Sassou Nguesso. Parce qu'ils ont en mémoire ce qui s'est passé de 97 à nos jours, où tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, il les a tous éliminés. Tous les gros officiers ont été éliminés. Travailler pour un ingrat et laisser des enfants, petits-enfants, pour une vie qui n'est qu'unique dans la vie, et qui lui va faire jouer à humilier tout le monde, donc le jeune ne voudra pas. Donc s'il y a quelque chose qui va se passer là, les militaires au nord ne voudraient pas se battre pour Sassou Nguesso. La partie sud qui couvre 2 tiers de la population, c'est pareil, c'est pire encore. Personne ne voudrait se battre pour Sassou.
Il reste que les mercenaires. Ouais, il va trouver les mercenaires. Il reste la France Afrique. Donc on va les piéger, la France, qui par Total ou par ceci ont été ces mercenaires. Donc tout est là. Moi, je vais parler en détail. Donc au final, les Congolais des Brazzaville sont déjà à 50% tournés vers le monde anglo-saxon. Chercher la protection anglo-saxon ou le modèle économique ou modèle de protection démocratique anglo-saxon. Puisque, à l'image de l'Afrique anglophone, il n'y a pas d'ingérence politique et autres. Donc ça, c'est ce qui risque d'arriver. Il y a 30% qui disent non, mais il faut aller vers les Russes, puisque je vous dis qu'il y a encore beaucoup d'officiers qui ont été formés par les Russes et qui les Chinois aussi maintenant formés. Donc le bloc là peut voilà, quand il y a une situation. Et donc les Américains cherchent à protéger la France, mais la France n'est plus capable, elle joue au Rambo, au plus sûr, au plus... Non, donc ils se perdent quoi. Donc vous avez tout compris, donc je vais parler en détail. Maintenant, donc au point de vue militaire, ça s'associe à un détonateur, parce qu'il manque que les détonateurs, ça va détonner. Donc je vous informe. Et au plan économique, vous voyez que bon, c'est comme les dictateurs d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud. Hein, les dictateurs du colonel. Là, ce sont les Américains qui tirent les ficelles parce qu'il faut bloquer sa solution du point de vue économique. Comment va-t-il jouer au dictateur sans argent? Donc, sur ce plan-là, il n'y a plus de problème. Donc, Sassou Nguesso est là et déjà son sort est scellé. Et qu'il n'y aura pas, il est isolé au niveau géopolitique sous-régional. Le Gabon, le Cameroun, le Tchad ne voudraient pas se battre pour Sassou Nguesso, puisqu'ils savaient que ce serait un danger aussi pour eux-mêmes, si le Congo se libère. La Centrafrique, s'il y a la tendance vers les Russes, la Centrafrique, les Russes peuvent envoyer les gens se battre au Congo, la Centrafrique. Si ça va vers les Américains, ils peuvent envoyer les Angolais ou la RDC venir se battre au Congo pour... Voilà, donc c'est ça. Donc il y a les enjeux russes venant de la Centrafrique ou américains de la RDC et de l'Angola, des deux voisins. À défaut, c'est les Français qui vont venir péter du Gabon, mais pour faire quoi? Placer encore notre pion et s'embraser le pays? Non, c'est pas possible. Donc évidemment, peut-être pour éjecter Sassou Nguesso, peut-être. Bon, donc on ne sait pas. Mais dans tous les cas, les sortes SLA, je vais parler en détail sur les trucs parce que c'est sensible. Il y a des choses qui sont sensibles. Maintenant, enfin, quatrième et dernière affaire, c'est celle qui touche le pôle de Nibolègue et le Nord. Moi, j'en ai parlé à plein de compatriotes, puisque nous, le raisonnement est déductif. Dès qu'on donne quelque chose de nous penser, des choses que les cerveaux, la matière grise et tous ceux qui ont l'histoire et analysent les choses, on amène le truc réductif, les gens viennent, voilà. Donc, je voulais ça. Donc, j'ai appelé des gars du Sud, hein, comme on dit chez nous, hein, et notamment du pôle et d'Inbolègue. Hier, c'était avec John Benizaba. Il a dit, oui, tu as raison. Puisque, pourquoi? Parce que je suis un fait observateur de notre pays. Parce que ce pays-là, je l'ai vu quand même du point de vue politique, je l'ai compris moi-même quand j'étais à la fac des sciences au Congo, quand j'ai dirigé les mouvements de jeunesse à la fac. J'ai vu, puisque là-bas, à Bakongo, au deuxième arrondissement de Brazzaville, tout ce que c'est-à-dire la fac des sciences là était dans plus de 2 tiers que des sudistes, élèves, étudiants, professeurs, tout que des sudistes. Contrairement à la fac des lettres, des sciences humaines et l'économie et autres, il y avait 50-50 là-bas, ou même plus. Bon, la faculté des sciences, c'était que sudiste. Donc j'ai vécu que dans cet environnement. Et donc j'en ai appris des relations autres. Donc j'ai compris que tout ce que nous avions vécu dans ces années, et que, bon, nous, on était des gens qui étaient toujours dans le temps du patriotisme, du consensus, et autres, on n'a pas changé, jusqu'aujourd'hui. Mais les gens qui arrivent comme ça, ils ne savent pas quelles sont les espérances de vie des gens. Donc, quand on leur dit, non, mais si vous voulez comprendre comment fonctionne Ayatonga, qui était Ayatonga, va demander Pierre Mabiala, les ministres là. Ce sont des, voilà, nous étions dans ces mêmes trucs-là, voilà. Donc, il connaît qui est Ayat. Donc, c'était ensemble. Bon, donc je ne vais pas aller au détail. Il y a d'autres encore que je ne vais pas vous en citer. Donc, on connaît que, voilà, ce sont des gens qui ont des convictions, qui ont des principes, qui ont des ceci. On ne va pas aller comme ça. Les gens viennent mélanger, ah tiens, ils parlent du Nord, ils parlent du... Non, 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 non. Il faut avoir
la profondeur des analyses. Donc, je suis arrivé à deux constats. C'est-à-dire que dans la géopolitique nord-sud, je parle parce que chez nous, c'est une réalité qui a commencé depuis les indépendances et puis s'est accélérée ou amplifiée ou industrialisée avec Sassou Nguesso. Donc les gens dans les mentalités, ils pensent nordistes et sudistes. Ce n'est pas l'affaire de courant de pensée ni des convictions autres. Non, on s'en fout de ça. Ils ont figé leur truc nord-sud. L'appartenance. Et c'est elle qui nuit gravement aux enjeux de Denis Sassou Nguesso dégage. Parce qu'on alimente ça et ça crée les climats de méfiance et de défiance entre nous. Or que nous, on cherche à souder pour qu'on construise un socle commun. Quel que soit l'après, qu'on va au fédéralisme ou non, ou à la scission ou non, ou tout ce qui va arriver, on n'a rien à foutre. Nous, le but d'abord que Sassou dégage. Et sur ce plan, moi, je suis du côté de Sassou dégage, 100%, mais également qu'on ne puisse pas diviser ce pays, puisque demain, ce sont des ensembles. Si la RDC, l'Angola pèse aujourd'hui au monde ou en Afrique, c'est parce qu'ils sont énormes. Mais nous, on va être quoi? On va être comme voilà, donc avec tous les conflits qu'on va gérer au pays. Donc, je ne suis pas dans ce sens. On ne veut pas diviser un État, un pays à cause d'un individu. Et cette situation de Sassou, elle est similaire, identique dans toute l'Afrique francophone. Vous voyez ce qui se déchire en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, n'en parlons pas. Et partout, donc vous avez compris. Donc j'en étais arrivé à trois constats. Le premier constat, d'abord, positionnant les nordistes. Moi, je suis nordiste. Et donc, au Congo, je suis un nordiste. Et donc, j'ai constaté que, bon ben, aujourd'hui, si ça se tombe, s'il y a une élection libre, donc j'ai remarqué que, voilà les statistiques. Voilà. Si Sassou Nguesso tombe, s'il y a une élection libre, ils sont 7 sudistes sur 10 ne voudront pas avoir un président au nord. Mokoko, c'était par défaut, l'enjeu de Sassou dégage. Après que Sassou est parti, tout aurait changé. Méfiez-vous des apparents, tout aurait changé. Donc, l'opinion sudiste pense que mettez 7 sur 10 sur 10, personne ne pourra les considérer parce que ce sont des analyses que je fais en fonction des rencontres, en fonction de tout ce qu'on fait. Donc, la réalité, je la connais du Congo. Donc, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc, 7 sur 10 sur 10 pensent qu'on ne voudrait plus avoir un président au nord. Trop, c'est trop. Ils sont aussi 9 sur 10 sudistes. Ils pensent qu'on ne voudra plus non plus parler d'un président venant de la Kivette. La Kivette, c'est la région de Denis Sassou Nguesso. C'est ma région. C'est la région aussi de Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà, la région de l'ancien président Maré Gwabi, de Yobi Opango. Donc cette région-là. Et donc, on ne voudra pas 9 sur 10 au sud. Ce n'est pas, c'était simplement le problème d'appartenance et du passif de ce qui s'est passé par association, par ceci, on ne voudra pas, qu'il soit intelligent ou pas, qu'il soit quoi, on ne veut pas. C'est une réalité et je le comprends d'ailleurs parce que ça fait partie des réalités culturelles. Si vous ne comprenez pas ça, ça ne sert à rien. Vous ne comprenez pas l'Afrique. Donc, en réalité, 8 sur 10 sur 10 ne veut pas ni de la gare de Dakivette, ni au nord. A l'inverse, 7 nordistes sur 10 a peur d'un président au sud. 7 nordistes sur 10 a peur d'un président au sud, qui est un sudiste qui prend le pouvoir. Ils ont peur. Et quand on va au plus près du sud, parce que le sud, il y a des blocs et blocs.
ce qu'on appelle le bloc Poul. Poul, c'est tout ce qui est la région autour de Brazzaville. Et ça, quand on voit les nordistes, là, ils sont 6 nordistes sur 10 est sensible. Okay, bon, ben, pourquoi pas, on a fait du mal à Toumi ou au Poul, mais il semble que historiquement, les Pouls n'ont pas fait du mal aux nordistes. Historiquement. Donc, ça, il faut en tenir compte. Attends, je mets un peu la lumière parce qu'il commence à faire nuit. Voilà. On voit la lumière. Bon, donc, 6 nordistes sur 10. Non, qu'est-ce que je disais? À l'inverse, 7 nordistes sur 10 a peur qu'il y ait un président au sud. Et sur les 7 nordistes sur 10, il y a 6 sur 10. Ils disent, bon, ben, un président du Poul, bon, il n'y a pas de souci. Et au plus, historiquement, ils ne nous ont jamais fait du mal. Et pire encore, ils sont 9 sur 10 dire, ah non, un président originaire du Nibolek, non, non, non. Nibolek en référence à l'ancien président Pascal Lissouba, qui fut le premier président élu démocratiquement, qui fut aussi le plus trahi du Congo-Brazzaville. Bon, cela veut dire quoi? Il faut dire que s'il y a élection libre et transparente après Sassou Nguesso, le président sera obligatoirement du Sud, en termes de population. Mais nous avons des fortes chances qu'il ce soit un gars soit du Poul ou du Kouilou, de Vili. Parce que déjà, nous avons remarqué que les nordistes sont à 9 sur 10 favorables à tout ce qui est du Kouilou, c'est-à-dire de Vili. Donc, ils sont 6 sur 10 favorables au Poul et 9 sur 10 favorables au Vili. Mais par contre, tout ce qui concerne les Niari, la Bouenza, l'Alikoumou, ils ont peur. Ça, c'est la réalité. Et des messages, des courants penseurs ils cherchent à revenir au pouvoir et autres. Voilà, donc voilà ce qui circule dans les réseaux. J'en ai expliqué longuement à John Béni Zaba. Je pense qu'il fera une vidéo pour ça. Il en a accepté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, au nord, on veut un président au sud, mais pour vous qu'il soit du Poul ou qu'il soit originaire du Kouilou. Les Nibolek, non. Et j'ai donné d'autres informations à John Billy et on en parlera. Bon, je vais parler, c'est des choses qu'on ne va pas dire sur, voilà, sur là. Maintenant, entre sur liste. C'est-à-dire, ils sont 7 du Poul sur 10 qui sont en méfiance et en défiance envers les Nibolek. Et pourquoi? Parce que l'histoire de 1992 à 1997 n'est pas résolue et d'autres affaires, je ne sais pas comment ils sont là. Donc il faut méfier des apparences. Et ceux qui sont aussi au Poul, au Nibolek, ils n'ont pas de soucis avec le Poul en fait. Le Nibolek, il dit, bon ben s'il y a un gars du Poul, bon ben il n'y a pas de problème. Mais c'est que le Poul, beaucoup de gens disent non, tant que le contentieux 92-97 n'est pas réglé de ça, ils n'ont pas confiance au gars du Nibolek. Et au nord, pareil. Donc vous imaginez les raisonnements déductifs et par rapport à... Bon, ça c'est la réalité. Donc étant donné ça, je vais parler en détail, on en parlera. Donc, c'est là que je suis arrivé à une conclusion. Ou j'ai conclu que le problème qui nous pose bien ces soucis sont des passifs qu'on n'a pas traités. On n'a pas traité ces passifs-là.
Parce que moi qui vivais ici, hein, j'ai commencé depuis le pays jusqu'ici. J'en ai rencontré des meilleurs, des patriotes, des gens intelligents, des vrais hommes congolais de demain. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils sont du Poul et du Nibolek. Je dis que c'est des gens bien. Ce n'est pas la génération des anciens des années 60 à nos jours. Non, ce sont des gens qui sont à un moment donné d'une génération. Ils sont majoritairement du Poul, majoritairement du Nibolek. Ça fait qu'en France ici, sur mes activités politiques, j'ai été qu'avec ces gens-là. Vous savez, vous le saviez. Hein? Vous le savez très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai rencontré des gens vraiment de conviction. Quelles histoires du Nibolek, du Nord, du Sud, ça ne les intéresse pas. Mais comme la réalité est têtue, et donc comment faire? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis non, pour contourner ça, il faut que nous mobilisons tous, comme je l'ai dit à John Binit Zaba, et de tous les autres que je n'ai appelés, que je dis non, il faut que nous, individuellement, collectivement, au niveau civil, politique et militaire, nous unissons nos forces vers une transition. Parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir politique ne pourra réparer l'âme des Congolais ou montrer aux Congolais que ce qui s'est passé en 2016, ça peut se répéter demain sans problème. C'est-à-dire 2016 où tout le Sud a voté Mokoko, c'est comme en 1992 où tout le Nord avait voté Pascal Lissouba. Et donc on peut voir, le peuple a toujours raison parce qu'il a des derniers mots, mais nous avons une classe politique, intellectuelle et autres qui alimente les amalgames, les négationnismes et autres. Donc nous, le but est de contourner ça parce que c'est une réalité, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Moi j'étais le premier autour des assises nationales du Congo à parler de l'unité du Sud pour qu'elle fasse un bloc. Il y a des vidéos de Sanita Bataba, on en a parlé, et des assises et autres. Mais non, pourquoi ça? Parce que l'unité ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Or, les épreuves, ça sont les... Ah oui, donner plus de preuves aux sudistes depuis 97 ans de jour, mais ils n'arrivent pas à s'entendre, puisque plutôt ce sont des victimes. Donc nous sommes là pour inciter les sudistes à s'entendre dans un projet commun. Que si vous bloquez les Sud, ça sous-tend qu'on va dans une transition, on va repenser comment l'accession au pouvoir suprême. Nous allons repenser les audits de l'État, nous allons repenser les institutions nouvelles ensemble. Pour que ces problèmes-là, imaginez-vous que demain, c'est une nouvelle génération qui arrive. On passe une transition politique de 5 ans, 3 ans ensemble ou 5 ans ensemble, de bosser dur pour qu'on laisse quelque chose de nouveau. Et ce jour-là, les élections arrivent, comme on en voit dans toutes les élections au monde entier. On voit un président qui sort d'un fin fond un candidat qui parmi nous les réseaux, au fin fond du Poul, ou du Bolek, ou du Koulou, ou autre, et là, il est en train de soutenir. Il dit oui, mais tout le monde est là. Donc nous connaissons déjà les patriotes. Donc tous ces gens qui viennent alimenter les amalgames, les trucs nord-sud, c'est une réalité. Et que nous avions des tribalistes inconscients, des ethnocentristes inconscients, des géopoliticiens inconscients, c'est-à-dire, division nord-sud et autres, quelque chose, n'importe qui irait comme ça. Mais ils ne savent pas penser loin que le monde de demain est bloc. Et que nous aurons à construire un bloc énorme. Pourquoi l'Angola a rejoint la CEMAC? Pourquoi la RDC a rejoint la CEMAC? Pourquoi le Burundi, tout ça? Parce que le monde de l'Afrique équatoriale, ce sera le bloc. Mais plus vous êtes grand, vous pèserez dans ce bloc-là, francophone. Donc demain, en termes de voix de l'Union de l'Afrique équatoriale, d'ici à 2080, à 2100, ce sera le plus gros pouvoirière de voix, ce sera la RDC. Et après l'Angola, la Centrafrique. Il ne faut pas les voir. Les derniers, ce sera la Guinée équatoriale, qui est tout petit. Vous voulez diviser pour faire quoi? Donc vous ne pensez pas loin. Donc nous sommes là pour analyser. Donc voilà la réalité. C'est-à-dire, nous avions au sein de la population des intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires qui alimentent ces amalgames, qui nuisent gravement à l'unité nationale qui n'existe pas, qu'il faut, c'est un combat, c'est un idéal, que nous voulons le construire après ça va tomber. Donc j'en termine pour ça, pour dire que aujourd'hui,
Si nous ne passons pas par une transition, ici qu'on va qu'aux élections, voilà, le prochain président du Congo sera soit un monsieur qui vient du Poul ou de Kwilu. Parce que le Poul et le Kwilis, c'est déjà favorable. Le nord, tout le nord est favorable au Poul et au Kwilu. Donc méfiez-vous de s'asseoir à faire. Oh non, ils oublient ça. Ils repèrent à l'histoire de Yulo Massabadeba. Ça, c'est ce qui est ancré là-bas, dans le nord. Maintenant, par contre, les Nibolais, c'est l'histoire de Pascal Lissouba. Or, Pascal Lissouba fait trahir d'abord par les nordistes, mais également par les sudistes. Et donc, il devient la victime. Maintenant, tout ce qui s'est passé en 97, 93, 94, jusqu'à maintenant qui n'est pas réglé, si on ne règle pas ça, ça va rester éternellement. Donc, j'en appelle à ces blocs, différents blocs, de s'entendre ensemble, d'abord pour faire partie de sa soumission. Et puis, repenser quelque chose de nouveau sur l'accession au pouvoir suprême pour qu'on mette la priorité sur les institutions fortes, les courants de pensée, le patriotisme et autres, ça à fédérer le plus grand nombre de Congolais. Et nous préparons le Congo pour tout au long du 21e siècle. Notons au passage que le 21e siècle sera africain. Et les transformations en cours vont commencer à s'accélérer aux environs de 2030. Donc nous sommes là dans une période transitoire où les autocrates, les mauvais, trop mauvais pour être utiles aux intérêts de l'Afrique, comme les Sassou Nguesso, les Biya, les Ouattara, tous ces mondes-là qui jouent à autre, voilà, ils violent leur constitution, et ils viennent prêter serment sur leur constitution, donc on ne sait plus qui est bazar. Donc tout ça est en train de s'effondrer parce que le monde a changé, l'Afrique a changé, elle devient de plus en plus éclairée et autre. Donc vous devez préparer ces enjeux-là. Et donc préparer ces enjeux-là, c'est comprendre toutes ces dynamiques où se mêlent la volonté du peuple, mais surtout le fait d'être libre, digne et heureux chez nous. Mais aussi, il faut en tenir compte qu'il y a des grandes puissances qui sont déjà là. Donc, le bassin du Congo, le golfe de Guinée, l'Afrique équatoriale deviennent en jeu des grandes puissances. Et de là, la France sera certainement éjectée. Et si elle ne prend pas conscience du danger, qui est déjà là, parce qu'entre puissances, il n'y a pas de jeu. Il peut utiliser d'autres méthodes, mais il faut des gens aujourd'hui qui... Voilà, donc quand on voit que de plus en plus de Congolais fuient maintenant la France, ils vont vers les pays anglophones, les pays ceci, et donc il y a de moins en moins, donc il y a la France-Afrique devient le problème. Donc si elle ne prend pas conscience, comme j'ai dit, la France-Afrique des peuples, la France-Afrique des dictateurs, comme le cas du Congo, et du Gabon, de toute l'Afrique centrale, qui ont été bloqués depuis 2015 à cause des hold-up électoraux, des troisième mandats sont fins, on vient de voir en Côte d'Ivoire et autres, mais jusqu'à comme des temps encore. Et donc nous préparons l'Afrique de demain qui se prépare, et c'est la guerre ou les guerres secrètes ou visibles entre les puissances qui vont être pour nous les terreaux de développement si on en profite. En profitant, donc il faut commencer à repenser que ces autres quatre-là, comme ça se doit dégager, et pour que nous puissions mettre tout ce que nous avons comme projet pour notre pays, pour notre sous-région d'Afrique centrale, pour notre continent, et en respectant aussi les intérêts des puissances, puisqu'ils seront là toujours ils seront toujours là, certains pour nous protéger, d'autres pour le développement, sachant que l'Afrique va être l'un des facteurs de croissance après Covid, et jusqu'à, le boom là va monter en puissance jusqu'à 2030, il y aura les transformations majeures vont commencer à peu près autour de 2035. 2035, là, c'est chaud. Tout ce que nous avons fait, ce sera du passé. Et donc, nous préparons cette Afrique-là. Et donc, pour commencer, donc, nous devons balayer d'abord chez nous. Donc, comment arranger chez nous, structurer, organiser chez nous à l'intérieur de notre maison. Et donc, cette maison-là doit comprendre que les blocs nordistes, sudistes, ou Libolek, ou Poul, autres, ça devait être caduque. Puisque quand nous allons rentrer dans la transition, nous aurons tout repensé, les institutions nouvelles, le fédéralisme à la congolaise, on aura pensé tout ensemble, et à ce moment-là, nous allons nous transformer. Et demain, moi, je suis dans les mesures compensatoires. Donc, le meilleur des meilleurs, qui après cette transition est du Sud, parmi les meilleurs des meilleurs du Sud, nous le ferons pour compenser ces tensions. Donc, on dit, ah tiens, on fait une bonne transition, on va trouver les meilleurs des meilleurs, qui est au Sud, et demain, on peut faire des alternances comme ça. On trouve les meilleurs au nord. On fait 2 mandats ou 2 trucs de meilleurs au sud. Et donc, on va faire ça comme ça. C'est quelque chose qui sera étudié. Donc,
aidez-nous à accompagner cette réflexion. Donc, venez pas jouer aux amalgames, mais quant à ceux qui nous attaquent, comme je l'ai vu dans, dans un commentaire là d'un média, c'était Arte, il dit, la question, c'est une question philosophique. Attends, il dit, vous voulez manifester contre la violence ou contre les victimes de la violence. Autrement dit, est-ce que vous voulez manifester contre Sassou Nguesso ou contre les victimes de Sassou Nguesso? Donc je parle ici à la diaspora. Vous voulez attaquer Sassou Nguesso ou les victimes de Sassou Nguesso, c'est-à-dire nous, les résistants et autres. La problématique est à la fois philosophique, politique, morale et citoyenne aussi. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.